C'était il y a 6 jours à peine. Branle-bas de combat pour la ministre de la Santé. Marisol Touraine s'y préparait depuis des semaines déjà. Le premier cas français de virus Ebola. Il est 6 h du matin. Un avion vient tout juste de rapatrier du Libéria la volontaire de Médecins sans frontières contaminée par le virus. Elle est arrivée vers 1h30 du matin dans un avion spécial qui est équipé pour éviter la transmission du virus. Elle est arrivée à 1h30 du matin, a été prise en charge immédiatement par une ambulance sécurisée. Là encore, il y a des procédures, des protocoles qui ont été mis en place. Bon, voilà, on est arrivé. L'hôpital militaire Bégin, en région parisienne, a été choisi pour accueillir ce premier cas Ebola. Respect, madame, la centrale. Depuis son arrivée, la malade est confinée à l'extrême. La ministre de la Santé tient à nous montrer que tout est sous contrôle et qu'il n'y a aucun risque d'épidémie en France. Elle est complètement isolée, c'est ça? Oui, elle est arrivée dans un caisson de confinement, donc un caisson effectivement étanche. Et donc elle est fatiguée, j'imagine. Elle est fatiguée, mais elle est bien, elle est stable, elle est bien. Elle est confiante. Tout à fait. Qu'au bout d'une petite semaine, vous pouvez avoir un pronostic. Oui, normalement, à partir du 10e jour, quoi. Pour l'instant, la jeune femme n'a pas tellement de symptômes à part une légère fièvre. Mais cela ne veut rien dire. La maladie évolue en par phase. Nous ne pourrons pas aller plus loin. Derrière cette bâche blanche, une dizaine de soignants combattent un des virus les plus dangereux au monde. Il y a 2 semaines, nous avions rencontré la jeune volontaire au Libéria. Sans doute incubait-elle déjà la maladie. Lucie est infirmière. Nous flouterons son visage. Quand on arrive, on passe par ici, on se lave les mains et le spray sur les chaussures. Et on ressort par là. Si on ne le fait pas, ils ne sont pas contents. Ce jour-là, Lucie présente la structure à de nouvelles recrues de MSF venues donner un coup de main. Là-bas, c'est l'infirmerie pour les patients atteints d'Ebola. La jeune femme n'a pas peur de répéter sans relâche les protocoles de sécurité. Elle est expérimentée. C'est déjà sa 3e mission Ebola. Rappelez-vous, la transmission se fait par contact direct. Si votre peau est protégée avec des gants, même si vous touchez quelqu'un, vous ne serez pas contaminé. C'est tellement difficile ce qu'on voit à l'intérieur, c'est tellement impressionnant, c'est tellement inhumain que effectivement on a extrêmement peur d'être contaminé, mais il faut vraiment, pour moi, qu'ils se souviennent que ça reste du contact direct. Depuis cette interview, malgré toutes ces précautions, Lucie a été contaminée. C'est ici, au Libéria, l'un des 5 pays touchés par le virus, que nous avons mené l'enquête. Le pays est confronté à une crise sans précédent, la plus grave épidémie d'Ebola qui n'ait jamais eu lieu. Jusqu'où ira le virus? Les ONG ont-elles les moyens d'endiguer ce fléau? Nous avons voulu comprendre pourquoi Ebola est devenu hors de contrôle. Nous avons choisi d'aller au Libéria car c'est le pays le plus touché par l'épidémie. Ebola est sorti de la brousse et a atteint la capitale Monrovia, tuant déjà plus de 1500 personnes. Nous nous rendons au centre de Médecins sans frontières où travaillait la Française contaminée. L'organisation est au cœur de la crise. Avant d'entrer dans le centre, nous passons par un sas de désinfection. Le dessous des chaussures et les mains sont passés à l'eau chlorée pour tuer toute trace éventuelle de virus. Nous avons rendez-vous avec Charlotte, une autre infirmière française. La jeune femme s'apprête à se rendre dans la zone où sont confinés les malades. Une zone à très haut risque qui nécessite un équipement hermétique.
j'enfile la combinaison avec des élastiques au niveau des bottes. On contracte Ebola par c'est un virus et l'échange se fait par tous les liquides corporels. Donc c'est à un moment donné un échange de liquides corporels. Ça peut être par la salive, par le sang, par des larmes, par liquide corporel. Donc si on ne touche pas, il n'y a pas de risque a priori. Ça peut aller un peu plus loin que ça. Quelqu'un qui éternue et qui est face à vous, voilà, toutes les gouttelettes qui vont partir de l'éternuement, il y a un risque potentiel aussi. Masque, cagoule, 2 paires de gants, rien n'est laissé au hasard. Charlotte sait que la moindre erreur peut lui être fatale. Chaque entrée est difficile, donc à chaque fois on a des palpitations. Et après, une fois qu'on a passé le pas et qu'on est dedans, de toute manière, le travail fait qu'on ne pense plus à ça. Dernière protection, des lunettes pour éviter les projections dans les yeux. Charlotte pénètre dans la zone du virus. À tout à l'heure. Nous ne pouvons pas la suivre. L'entrée est strictement interdite aux visiteurs. Nous filmerons par-dessus un simple filet de plastique orange, à seulement 2 mètres de la zone de confinement. Ici, 140 malades sont pris en charge. Eux sont les plus valides, ceux qui parviennent à sortir des tentes. MSF nous a confié ces images tournées à l'intérieur de la zone. Sous chaque tente, une quinzaine de patients. De simples matelas à terre, pas de matériel médical, mais des bouteilles d'eau pour réhydrater les malades. Il n'existe pas de traitement contre Ebola. Les équipes de MSF sont là pour aider à lutter contre les symptômes. Comme ses collègues, Charlotte entre 3 fois par jour dans la zone pendant 1 heure maximum. Une grande partie de son travail consiste à nettoyer les tentes, désinfecter les matelas. Nous allons pouvoir lui parler par-dessus la barrière de protection. C'est plus dur que d'habitude parce qu'une journée ensoleillée et dès qu'il fait chaud, c'est vraiment dur d'être à l'intérieur, complètement habillé. Il fait 40 degrés sous chacune des tentes, donc très rapidement ça peut devenir invivable. C'est une maladie dans laquelle il y a des diarrhées, des vomissements, donc vraiment très rapidement. Et l'hygiène et le confort des gens, c'est, je pense, qu'il y a de plus important. Cet après-midi-là, Charlotte doit gérer la mort de 2 de ses patients, comme cet homme qu'elle recouvre d'un drap. Plus d'un malade sur 2 succombe au virus. La mort au quotidien, mais parfois aussi des moments d'espoir. Cette jeune femme vient de recevoir les résultats de son test. Elle a vaincu la maladie. Oh, je m'en suis sortie. Comment vous vous sentez? Je me sens bien, merci. Un symbole pour toute l'équipe. Elle est la 100e patiente guérie par MSF. Après 3 semaines dans l'enfer de la zone, elle peut passer de l'autre côté de la barrière. Je renais à nouveau. Maintenant, je suis comme vous. Comment allez-vous? Je suis bien. Je remercie Dieu. Je suis bien. Je ne ressens plus de douleur. Au bout d'1 heure, Charlotte passe dans le sas de décontamination. Cela fait 3 semaines que la jeune femme répète inlassablement ses gestes, 7 jours sur 7, pendant des heures. À 28 ans,
Elle risque sa vie pour sauver celle des autres. Mais elle ne cache pas son désarroi. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de stopper la contamination? Aujourd'hui, avec uniquement MSF sur place et ce centre, non. Non, c'est trop important. On est complètement dépassés. MSF est la seule organisation internationale qui traite les malades d'Ebola à Monrovia. 2 autres centres sont gérés par l'État, comme celui-ci, à l'hôpital JFK. En tout, moins de 300 lits dans la capitale, il en faudrait 1000 de plus. Combien de malades ne sont pas pris en charge? Et combien meurent chez eux, sans accès aux soins? Nous allons suivre les équipes en charge des cadavres à la Croix-Rouge libérienne. Bonjour à tous. Les chefs d'équipe, vous êtes là? Venez chercher vos feuilles de mission. Ces volontaires ont une tâche très difficile, ce sont les fossoyeurs. Friday est l'un d'entre eux. Friday, tu vas à Bushwood Island et tu as 14 corps à prendre dans différents endroits. Avant de partir, tous les volontaires prennent leur température. La fièvre est l'un des premiers symptômes d'Ebola. 36,5. Le convoi de Friday se met en route. Le chef d'équipe connaît bien son métier. Il avait une entreprise de pompes funèbres. Quand Ebola est arrivé à Monrovia, il a tout quitté pour rejoindre la Croix-Rouge. Première étape dans la banlieue de la capitale. Cette femme vient de perdre son fils de 2 ans, 2 semaines après la mort de son mari. La Croix-Rouge ramasse le petit corps. Sa mère va nous expliquer qu'elle l'avait pourtant amené à l'hôpital. Lundi, il s'est mis à dormir. Mardi, ça allait mieux. Mercredi, on a essayé de l'emmener à l'hôpital. On lui a fait une piqûre. Ils m'ont dit de le ramener à la maison. Mais hier matin, il a commencé à avoir des convulsions. Et c'est comme ça qu'il est mort. Oui. Il n'y a pas assez d'endroits pour accueillir les patients. Le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il veut ouvrir plus de centres pour héberger tout le monde. Mais pour le moment, on n'en a pas assez. Et quand ils sont pleins, on n'a pas d'endroit où emmener les malades. En mourant chez eux, les malades risquent de contaminer leur entourage. Cette femme couvre peut-être déjà le virus. Pour Friday, chaque journée est une course contre la montre. Il faut ramasser au plus vite les cadavres, car Ebola est plus dangereux sur les morts que sur les vivants. Ces femmes viennent de perdre leur père. Une équipe de désinfection asperge d'abord l'entrée de la maison d'eau chlorée, tandis que Friday explique à la famille la procédure qu'ils mettent en place. On a eu un appel qui nous disait qu'il y avait un corps ici et nous sommes venus pour le prendre. On va l'emmener hors du quartier et c'est nous qui allons prendre en charge la dépouille. Le corps est emmené. La famille ne pourra pas procéder au rite funéraire. Ces femmes devront rester en quarantaine pendant 21 jours. Le marathon de Friday va bientôt virer au chaos.
Même les hôpitaux ne parviennent plus à gérer leurs morts. À l'hôpital de la Rédemption, 12 personnes sont décédées pendant la nuit. L'équipe de la Croix-Rouge se met au travail. Les habitants du quartier se sont rassemblés, la colère monte. On ne veut pas que vous vous touchiez. Reculez. Vous ne vous connaissez même pas les uns les autres et vous vous touchez. Nous, on essaie de contrôler le virus, on n'est pas contre vous. Friday, il y a un autre corps là-bas, dans la voiture. S'il te plaît, le laisse pas ici, je t'en supplie. Dans l'ambulance là-bas. Un homme vient tout juste de mourir dans cette ambulance, aux portes de l'hôpital. À ses côtés, d'autres malades attendent depuis plusieurs heures de pouvoir être pris en charge. Certains sont déjà agonisants. J'en ai ras-le-bol de voir mes frères libériens tomber comme des mouches. Je me sens très mal. Il n'y a pas un seul jour où on pourrait ramasser qu'un seul corps. Hier, on en a pris 30 dans la journée. Et là, pour le moment, j'en ai déjà 15 dans la voiture. La voiture repart, chargée des corps. Ils seront brûlés le soir même dans un incinérateur à 30 km de Monrovia. Va me réveiller celui-là. De la place libérée, le superviseur peut faire rentrer les malades. Va à l'intérieur. L'hôpital de la Rédemption. C'est là qu'a eu lieu le premier cas d'Ebola à Monrovia. 6 mois après, le personnel gère encore au jour le jour, sans les armes pour combattre cet ennemi invisible. C'est comme une guerre, bien plus dangereuse que les guerres habituelles. Parce que dans une guerre normale, tu sais où sont les combats, tu les entends. Tu peux prendre ta famille et t'enfuir. Mais là, tu sais pas où est l'ennemi. Quelqu'un vient te voir, tu sais pas s'il a Ebola ou pas. Et si tu le touches, que t'as pas de chance, tu peux l'attraper. Vous avez peur parfois? Quoi? Oui, bien sûr. On a tous peur. Une guerre dont les soignants sont en première ligne. 150 docteurs et infirmiers ont été contaminés depuis le début de la crise au Libéria. 80 en sont morts. Un homme va nous aider à comprendre à quel point les soignants ont, malgré eux, accéléré la propagation du virus. Marvin tient à nous emmener ici. C'est là que je travaillais. Ce sont les urgences. Son hôpital est désormais fermé, comme la plupart des établissements du pays incapables de gérer la crise. Rien qu'ici, 15 soignants ont contracté le virus et 9 en sont morts. Marvin sait précisément qui lui a transmis Ebola. Un jour, je travaillais là. Et mon chef m'a appelé en me disant de venir le soigner. J'ai mis ma combinaison, mais il m'a dit « Ne t'inquiète pas, c'est pas Ebola ». Alors je l'ai enlevé. Et je n'avais plus de protection. Tous les jours, j'allais le voir. Et il avait Ebola? Oui, mais je ne le savais pas. On m'avait dit que son test était négatif. Marvin comprend alors que ce n'est plus qu'une question de jours avant qu'il ne déclenche la maladie. Il rentre chez lui à toute vitesse, prévient sa femme et ses enfants qu'il va se mettre en quarantaine pour ne pas les contaminer. Est-ce que tu veux manger? Merci beaucoup. Ce virus, la plupart des gens qui l'ont, ils meurent. Ils ne survivent pas tous. Donc j'avais peur pour mon mari. J'avais peur qu'il meure. Marvin aussi a cru mourir. Pendant 2 semaines, la fièvre hémorragique l'a fait osciller entre la vie et la mort. Cette nuit-là, je me sentais partir. Je me vidais intégralement. Je vomissais, j'avais la diarrhée, j'étais très faible. Les médecins essayaient de combattre les symptômes, me faisaient des perfusions, me donnaient à manger. Mais à chaque fois que j'avais quelque chose dans la bouche, je vomissais et je me vidais de part et d'autre.
Fin août, la fièvre tombe, Marvin est guéri. Mieux, il est désormais immunisé contre la maladie. Vous faites ça souvent, Marvin? Oui, moi je suis protégé maintenant, mais je le fais pour les autres. Si mes mains sont infectées, je peux transmettre le virus en touchant quelqu'un d'autre. Je le fais autant que possible. Depuis le début de l'épidémie, les églises protestantes débordent de fidèles. Ebola est un mot qui revient en boucle dans les prêches du pasteur. Aujourd'hui, au Libéria, le virus Ebola s'est abattu, a pris la vie de nombreuses personnes, a porté son lot de souffrances, affamé le peuple. Alléluia. Si vous voyez toutes ces choses arriver, ne soyez pas surpris. C'est le signe de la fin des temps. Alléluia. Ebola fait de tels ravages parce que c'est la première fois que le virus arrive dans ces quartiers. Marvin en est convaincu. Les gens sont tombés malades, mais on ne savait pas que c'était Ebola. On pensait que c'était la malaria ou la typhoïde. C'est pour ça qu'Ebola s'est répandu? Oui, si on avait su quelle maladie c'était, on n'en serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est explosive. Au cours de notre tournage, nous avons été interpellés plusieurs fois par des habitants en colère. Comme ceux-ci. Ils nous emmènent voir l'un de leurs voisins mort pendant la nuit et dont le corps gît toujours des heures après. Et ils nous disent que quand quelqu'un meurt du virus, le virus est encore plus dangereux sur le cadavre. Et ils ne font rien? Non, ils ne font rien. Regardez le corps, il est là-bas. Là-bas, au fond de la cour. Pendant des jours, alors que l'homme était malade, ses voisins ont tenté d'alerter les secours. En vain. Vous vous rendez compte? Avant Ebola, il était en bonne santé. Il a essayé de chercher de l'aide, mais il est mort. Et nous, on a appelé et encore rappelé les secours. Ils ont fini par répondre, mais ils ne sont même pas venus. Le gouvernement a effectivement mis en place un numéro d'urgence. Nous décidons de nous rendre au centre d'appel. Une trentaine de personnes répondent au téléphone 24 heures sur 24. Centre Ebola, bonjour. Les opérateurs reçoivent jusqu'à 1000 appels dans la journée, dont une bonne partie de plaintes. Quand on vous dit que l'on va venir à vous, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Il faut que vous compreniez que le gouvernement est également très frustré, car on n'a pas beaucoup de voitures pour venir chercher les corps. Et on n'a pas beaucoup d'ambulances non plus. L'État n'a que 8 ambulances pour toute la région de Monrovia, soit 1,5 million d'habitants. C'est horrible d'entendre les gens. On ne peut rien faire. On a une situation terrible et on n'a pas de réponse à apporter. La meilleure chose à faire est de les écouter, les consoler, essayer de les calmer et les rassurer que l'aide va finir par arriver. Le Libéria est l'un des pays les plus pauvres du monde, ravagé par une guerre civile qui a duré 15 ans. Le gouvernement peut-il parvenir à mettre en place une lutte efficace contre le virus? Pour le ministre de l'Information, la réponse est claire. Sans aide internationale, tout le pays est menacé. On demande à la communauté internationale de nous aider, de nous envoyer les ressources nécessaires. On a besoin de docteurs, d'infirmières, d'hygiénistes. On a besoin de bras. Pas seulement d'argent? Non, à quoi sert l'argent si on n'a pas les gens pour nous aider dans les centres de traitement?
Selon l'ONU, il faudrait $1 milliard pour contenir Ebola en Afrique de l'Ouest. En attendant, la seule façon de ralentir le virus est de répéter encore et encore les mêmes messages, sensibiliser la population. Comment peut-on se protéger et protéger sa famille d'Ebola? Et il y a beaucoup de gens dans cette communauté qui ne croient pas à l'existence du virus. On va donc faire du porte-à-porte pour dire aux gens comment se protéger. Parmi ces volontaires de l'UNICEF, nous retrouvons Marvin, On va passer par là. le soignant rescapé d'Ebola. Il compte bien se servir de son histoire pour convaincre le plus grand nombre. J'ai quelque chose à vous dire. Je m'appelle Marvin Kai et je suis un survivant d'Ebola. Vous vous demandiez de quoi je parlais, hein? J'ai survécu, j'ai été soigné et vous me voyez maintenant debout devant vous. En me voyant comme ça, vous ne vous en doutiez pas, hein? Quand ils rencontrent un rescapé d'Ebola, les gens écoutent, ils ont envie de savoir. Est-ce important de leur montrer qu'ils peuvent survivre? Oui, c'est important de leur montrer qu'ils peuvent survivre, parce que ça leur donne de l'espoir. Et s'ils ont de l'espoir, ils feront attention. Oui, mais si on amène quelqu'un dans un sale état, l'hôpital ne le prendra pas. Alors il faut que tu sécurises le malade sur une bâche en plastique et tu mets du chlore tout autour. Informer, donner de l'espoir, une démarche indispensable. Mais Ebola a pris beaucoup trop d'ampleur pour que cela suffise. Au moment de quitter le Libéria, nous retournons une dernière fois devant le centre de MSF. Leurs portes sont fermées. Nous ne le savons pas encore, mais l'infirmière française vient juste de déclarer la maladie. La nouvelle sera officielle quelques heures plus tard. La guerre contre Ebola est loin d'être gagnée. D'ici 3 semaines, 20 000 personnes pourraient être contaminées en Afrique de l'Ouest. Bonsoir Élise, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette infirmière française qui a donc été rapatriée en France et qui est soignée ici depuis une semaine? Comment va-t-elle? Alors il y a assez peu de nouvelles qui sortent de l'hôpital Bégin, mais ce qu'on sait par MSF, c'est qu'elle va plutôt bien et que ses médecins sont optimistes, donc c'est une bonne chose. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle aurait reçu dès son transfert en France l'un des traitements expérimentaux qui existent aujourd'hui. On ne sait pas encore lequel pour des questions de secret médical, mais on devrait avoir un peu plus d'informations dans les jours qui viennent, puisque c'est une maladie qui dure en moyenne une quinzaine de jours en général. Alors Élise, au Libéria, est-ce que justement ces traitements expérimentaux, est-ce que la population peut en bénéficier? Alors non, on en est encore très très loin. Vous l'avez vu dans le reportage, les conditions dans les centres de traitement, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, il y a une dizaine de traitements et de vaccins, mais ils sont tous à l'état expérimental. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore passé tous les tests cliniques qui sont indispensables pour la mise sur le marché de n'importe quel médicament. Donc tout ça va prendre déjà un certain temps. Et puis même si l'un de ces traitements s'avère efficace, il faudra ensuite pouvoir le produire à l'échelle industrielle. Donc tout ça va prendre encore plus de temps. Donc la question finalement des traitements, elle est très importante, mais elle est importante pour la prochaine épidémie. Pour cette épidémie-là, l'enjeu, c'est vraiment de contenir Ebola, d'arrêter la propagation. Alors peut-on redouter un jour une épidémie d'Ebola sur le territoire européen ou en France, par exemple? Sur le territoire européen ou en France, non. Tous les experts sont absolument unanimes là-dessus. Il peut y avoir à nouveau des cas d'Ebola sur le territoire français, mais ce seraient des cas isolés. Une épidémie, non. Alors pourquoi? Parce qu'on a un système médical qui est bien plus performant que le système médical du Libéria. Il y a une veille sanitaire qui a été mise en place. Tous les médecins ont reçu un courrier avec des instructions à suivre en cas de cas suspect. Et puis, si un des cas suspects s'avérait un cas réel d'Ebola, il y a 10 hôpitaux qui ont des équipements spéciaux, qui ont ultra sécurisés, qui peuvent du coup accueillir le malade, le soigner et puis surtout le confiner à l'isolement pour pas qu'il y ait de contamination. Élise, on vous voit dans votre reportage avec Valérie Lucas, le reporter d'Images. On vous voit travailler dans ce chaos au Libéria. Alors, quelle
protection avez-vous mis en place pour vous protéger? Dans quelles conditions vous avez travaillé? Alors on s'est bien renseigné avant et on a pris toutes les précautions nécessaires. Il faut savoir une chose. Vous êtes renseigné auprès de l'Institut Pasteur? Auprès de l'Institut Pasteur, auprès de MSF, auprès de l'INVS, auprès de différentes organisations. L'Institut national de veille sanitaire. Tout à fait. Il faut savoir une chose très importante, c'est que Ebola est un virus qui ne se transmet pas en période d'incubation. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de symptômes, on n'est pas contagieux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un virus qui ne se transmet pas dans l'air. Il se transmet au contact direct. Donc nous, on est resté toujours à distance des malades. On n'a eu aucun contact. Aujourd'hui, au Libéria, de toute façon, plus personne ne se serre la main. Plus personne ne se touche. Donc on n'a eu aucun contact. Et puis, on a passé beaucoup de temps à se laver les mains, à se laver le dessous des chaussures avec du chlore et avec des solutions hydroalcoolisées, au moins 15-20 fois par jour. Et puis après, quand on est rentré en France, on a eu un débrief par l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, qui nous a posé beaucoup de questions, à qui on a raconté notre voyage dans les détails. Et leur conclusion a été claire, nous ne sommes pas des personnes à risque. On doit quand même surveiller notre température au cas où, mais on peut complètement reprendre une vie normale. Quelques jours, oui. On doit, tout à fait, mais on peut reprendre une vie normale, on peut aller au travail, on peut rester en famille, embrasser nos enfants, tout va bien. Merci Élise pour ces informations.